5 crises terminales. Venons enfin à l'objectif principal de cette étude démonstrative, le caractère terminal de la crise du capitalisme. Nous avons jusqu'ici énuméré les contradictions de ce système ou les contradictions classiques du système capitaliste et aux contradictions contemporaines. Nous avons ensuite passé en revue ses capacités de réaction par la mise en œuvre d'un certain nombre de réponses, les contournements, et avons mis le tout en correspondance, récapitulatif. Il convient maintenant, dans cette phase finale, de prouver que les parades mises en place produisent à leur tour des effets délétères en grande partie irréversibles. Pire encore, les réponses ultimes apportées à ces effets néfastes sont loin de résoudre totalement les problèmes. En vérité, elles en créent de nouveaux, parfois elles accentuent les contradictions, et finalement ces remèdes aboutissent à amplifier et à accélérer les phénomènes nuisibles. Une dynamique dont l'irréversibilité rend inéluctable l'effondrement du système capitaliste. Un effondrement en plusieurs phases sans doute, mais toutes orientées vers une plongée dans la barbarie de l'humanité. Impérialisme monopoliste et hégémonique. Prenons les contournements un à un en commençant par le impérialisme monopoliste et hégémonique. L'alignement généralisé derrière les USA n'est plus tenable. Les contradictions et conjuguées au contournement ont abouti au développement de pays et de réseaux aptes à contrecarrer la domination de l'hégémon étatsunien. On pense bien entendu à la Chine et à la Russie. Cependant, le phénomène apparaît plus large, puisque l'on assiste à l'émergence d'un monde multipolaire au travers de moultes initiatives et organisations. Ce processus va bien entendu à l'encontre d'eux. Dès lors, les USA réagissent en prenant acte de cette évolution, en y résistant malgré tout et en tentant de tirer un profit immédiat de leur position encore dominante. C'est tout le sens de la politique internationale de Donald Trump, qui sinon apparaît incohérente, incompréhensible. Mais cette politique se heurte bien vite à des incompatibilités. Par exemple, la tentative d'extension, Canal de Panama, Canada, Groenland, et d'expansion, OTAN, approvisionnement en énergie de l'UE, de l'influence des USA heurte ses vassaux, va à l'encontre de leurs intérêts. Un penchant tendant à accentuer l'affaiblissement du contournement. Je pourrais aussi évoquer le recours aux sanctions à l'encontre de pays ou d'entreprises, à l'extraterritorialité du droit américain ou à l'abus de la position de monnaie dominante du dollar US, toutes actions qui rendent de plus en plus tendues les relations des USA avec la plupart des autres pays du monde. Il s'agit en fait de gérer le recul de l'hégémonie des USA, sa défaite, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd dans La défaite de l'Occident. On remarquera aussi que dont le courant néoconservateur aux USA est emblématique, se conjugue avec une incarnation presque symbolique en étant Joe Biden. Conjugaisons sans se confondre tant leurs points de départ, conservateurs d'un côté, progressistes de l'autre, apparaissent comme opposés. Sans doute doit-on y voir un des symptômes de la schizophrénie des leaders du système capitaliste. On constate aisément qu'une spirale régressive est à l'œuvre résultant d'une situation semblable à celle du serpent qui se mord la queue. Plus qu'un affaiblissement provoque une résurgence des contradictions. Et une telle dynamique n'est pas durable. Extension de la sphère du marché. À propos du second contournement extension de la sphère du marché, nous venons de voir qu'il nuisait à la réponse. Outre la montée en puissance d'économies émergentes, le phénomène de mondialisation induit également une désindustrialisation des pays impérialistes, leur désengagement de la sphère de la production. C'est une conséquence largement connue provoquant des situations ubuesques telles que des pénuries, médicaments, énergie, semi-conducteurs, bois, ou même un pays agricole comme la France se pose la question de son autosuffisance en matière alimentaire. Du côté de la consommation, les investissements deviennent tels, poussés en cela par les contradictions mais aussi par la conjonction des autres contournements. Et qu'un véritable phénomène d'abrutissement des masses, où la fainéantise intellectuelle devient promue, la facilité encouragée plutôt que l'effort, l'achat sur étagère de produits standardisés à l'intérêt et à la qualité douteuse la norme à suivre. Il en résulte une paresse faisant préférer ces produits, comme les sodas ou le hamburger, probablement aidés en cela par des additifs addictifs, plutôt que l'effort de produire soi-même des produits comme le cidre ou de cuisiner un bon petit plat. Une oisiveté qu'il convient de remplir avec des addictions de toutes sortes, avec de nouveaux produits, alimentant ainsi une spirale préjudiciable pour l'être humain résumée par la célèbre formule de Patrick Lelay,
alors président-directeur général du groupe de télévision TF1, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Pas besoin d'être un spécialiste des sciences humaines pour saisir la portée des préjudices infligés aux populations soumises à ce traitement durant des décennies. Nous en sommes là aujourd'hui. Une standardisation, une uniformisation des goûts qui se conjugue opportunément avec le Fordisme et sa production en grande série. Le plus ironique est sans doute qu'à partir de la même époque, on fait passer cela pour une augmentation de la liberté. Si vous regardez le film The Wall de Pink Floyd, symbole de libération, on y dénonce fortement l'instruction et l'éducation comme oppressives, reléguant la critique de la pseudo-consommation, tandis que cette dernière constitue factuellement une restriction des choix véritables, c'est-à-dire de la liberté, alors qu'à contrario la culture de l'esprit permet d'élargir la palette des options ouvertes aux êtres humains. Le terreau humain ainsi appauvri prépare à la régression à la fois des individus, mais aussi des collectivités. Cette entreprise d'avilissement est en soi une barbarie dont nous mesurons aujourd'hui l'étendue jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, dont le niveau de plus en plus bas éclate au grand jour. Comparez seulement pour le vérifier un Gabriel Attal avec Georges Pompidou, un Bruno Le Maire et un Édouard Balladur, tous pourtant issus de familles politiques voisines. La baisse de la qualité culturelle, historique, de conduite et du réalisme des dirigeants politiques, ajoutée à la création de superstructures déconnectées du terrain, engendre la mise en œuvre de politiques incohérentes, symptomatiques d'un système en bout de course. Une telle dynamique, alimentant de surcroît le et surtout le ne peut que faire régresser les pays dans lesquels elle se déroule, elle n'est pas durable. Destruction de la raison. Le contournement destruction de la raison entre évidemment en synergie avec le constat ci-dessus, et provoque une sorte de catalyse, amplifiant la spirale descendante. Cette régression touchant à la fois les élites et la population générale rend une réaction des populations à cette évolution plus que jamais incertaine. Un exemple typique de cette tendance se manifeste par le refus de discuter, de débattre, en collant une étiquette sur telle ou telle parole dissidente, extrême droite, point Godwin, plus aucun dialogue raisonnable et constructif n'est possible. Toutefois, les faits, la réalité étant têtue, nombreux sont ceux, malgré tout, tentant de réagir. C'est cette résistance qui explique en grande partie des phénomènes comme le trumpisme ou ce qui est étiqueté comme complotisme. Commençons par les mouvements dont Donald Trump est l'incarnation aux USA. Ils se caractérisent par une volonté de réalisme, par leur pragmatisme. Ils regardent la réalité telle qu'elle se présente à eux sans filtre idéologique, ce qui est un marqueur de raison. Ainsi, ils voient bien que les politiques menées tant en interne qu'à l'international ne conduisent qu'à des conflits et à des guerres sans fin, à un chaos permanent, à une régression qualitative de la société, confère. Et il en résulte incontestablement un certain nombre d'effets positifs, notamment par la reconnaissance de l'émergence d'un monde multipolaire, ou bien par le rejet des transgressions parmi les plus délétères socialement, wokisme. Ces mouvements sont souvent nationaux, c'est-à-dire issus de la bourgeoisie nationale et de la paysannerie. Une bourgeoisie qui dépend d'un ancrage local, soit de nature territoriale, soit relatif à la qualité, à la valeur intrinsèque des travailleurs du pays. Trump, promoteur immobilier aux USA, n'est pas le même capitaliste qu'un Bill Gates vendant ses produits sur la planète entière. Cette sphère politique est aussi souvent perfusée par l'idéologie des libertariens, la variante libertarienne du néolibéralisme. L'archétype étant sans doute Javier Milei. Une idéologie réagissant en premier lieu à la socialisation rampante, le contournement adressant les contradictions du capitalisme. Et, inévitablement, ces deux caractéristiques, localisme et ouverture des marchés, se percutent en d'autres contradictions, tout en réactivant certaines des contradictions classiques et contemporaines du capitalisme. L'une d'elles est le hiatus entre, d'une part, l'internationalisation des échanges et l'accumulation du capital, et d'autre part, le retour à une restriction nationale de la perspective. Une contradiction qui éclate au grand jour par l'activation de barrières aux frontières, protectionnisme, droit de douane, immigration, champion national, ce qui contrevient par essence à la non-intervention de l'État dans l'économie prônée par les libertariens. Une autre incohérence surgit aussi entre, d'un côté, le cantonnement de l'État à son rôle régalien et, de l'autre côté, le besoin de l'État pour poser des règles de juste concurrence et sauver le système en cas de crise financière. On nage là en pleine schizophrénie entre des stimuli mutuellement incompatibles.
je ne résiste pas à la tentation de citer Aimé Césaire pour illustrer le caractère terminal de cette crise du capitalisme. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Enfin, pour en rester là à propos des libertariens, notons l'indigence de leur idéologie, son simplisme, mais également sa négation de la réalité des catastrophes induites par le marché laissé à lui-même, qui participe elle-même au, jusque par aveuglement et paradoxalement, potentiellement devenir une autre forme de fascisme. Venons maintenant à la sphère réagissant à la destruction de la raison, de l'esprit critique étiqueté comme complotisme par les agents du système. C'est bien entendu une mouvance très diverse, mais dont le point commun est de ne pas être dupe du bain de propagande, d'ingénierie sociale dans lequel nous submerge le néolibéralisme version qui tient les pouvoirs, en particulier médiatiques et culturels. Il s'agit souvent de personnes ayant de l'expérience, conscientes de la dérive de la société lorsqu'elles la comparent à ce qu'elles ont connu plus jeunes. Ce qui les meut, c'est l'amour de leur famille, de leurs enfants et petits-enfants pour lesquels ils souhaitent un monde moins artificialisé, plus simple et traditionnel. Cette volonté est alimentée par les contradictions et les contournements. Bien sûr, mais aussi, et ici, je le répète, les degrés de conscience et de lucidité sont très divers. Ce qui fait le plus souvent défaut, c'est la capacité à synthétiser, à relier tous ces événements délétères en une cause, en un système explicatif de l'ensemble de ces phénomènes. C'est d'ailleurs une des raisons de la rédaction du présent texte. Alors la tentation est grande de pointer une cause unique et personnifiée, de désigner un bouc émissaire. D'une certaine manière, cela permet de se rassurer sur des raisons qui nous échappent, en focalisant sur une cause unique et simple, et par conséquent éliminable, pour résoudre tous les problèmes. A contrario, les moutons, eux, ignorent purement et simplement, et veulent ignorer, la situation de crise dans laquelle nous baignons. Là encore, par cet aveuglement, il s'agit de suivre la tendance naturelle à se rassurer, à tenter autant que possible de mener son existence dans la sérénité, confère. C'est pourquoi la notion de barbarie m'apparaît aussi essentielle. Elle permet en effet d'orienter la focale vers une explication unique, mais polymorphe, tout en étant parfaitement définie. C'est aussi le moyen de commencer d'entrevoir les pistes pour sortir de cette spirale descendante. Un concept et un argumentaire dont le présent texte constitue un élément. La désignation de boucs émissaires, loin d'être un épiphénomène, s'avère cruciale pour sortir de la présente crise, du capitalisme certes, mais s'étendant au-delà en une crise civilisationnelle. C'est ce qui se produit toujours en de telles circonstances selon René Girard. J'y reviendrai au P4C2, la crise girardienne. Toutefois, en attendant, cette division des peuples touche jusque dans l'intimité des familles. Cette situation ayant touché un point lors de la crise du Covid-19. Ces déchirements familiaux et amicaux entre les moutons et les complotistes entraînent la destruction de la société dans ses bases les plus fondamentales. Une telle schizophrénie parmi les nationalistes et les libertariens, un tel déchirement entre les éveillés et les autres, une telle absence de débouchés fiables dans les domaines politiques, économiques, mais aussi sentimental et spirituel ne peut conduire qu'à une conclusion, la situation n'est pas durable.